Partir dans la nature, c'est goûter à la liberté. Mais parfois, cela devient un combat pour rester en vie. Nous allons découvrir 5 histoires vraies d'aventures en plein air qui ont viré aux derniers instants. Pas d'avertissement, juste des fins soudaines et tragiques où la survie s'est envolée. Nous sommes le 19 octobre 1968, dans le parc national de Yosemite en Californie. Evelyn Consuela Roseman, une jeune femme de 24 ans, originaire de San Francisco, est retrouvée morte près de la base de Nevada Fall. Elle était partie en randonnée en solo 3 jours plus tôt et n'était jamais revenue. 3 randonneurs ont finalement découvert son corps à environ 60 mètres en aval de cette cascade haute de 181 mètres. Evelyn travaillait comme masseuse à Yosemite pendant la saison touristique. Indépendante, elle aimait randonner seule. Ce jour-là, le temps était frais et le débit de la rivière Merced était faible, ce qui était normal pour un mois d'octobre. Quand elle a disparu, l'idée qu'elle ait été emportée par une forte crue ne tenait donc pas. La scène et l'enquête qui a suivi ont soulevé beaucoup de questions, restées sans réponse plus de 50 ans après. À sa découverte, le corps montrait des signes évidents d'un drame. Son pantalon en velours côtelé était tiré jusqu'aux chevilles et déchiré en plusieurs endroits. Son pull était remonté sur la tête et un autre pull noir gisait à proximité. Elle ne portait aucun sous-vêtement. Étrangement, son sac à main, contenant encore ses affaires, avait été retrouvé loin de son corps, posé sur un pont au-dessus de la cascade. L'emplacement du corps était également étrange. Si elle était simplement tombée, elle aurait dû être retrouvée juste en dessous de la chute. Or, elle était à environ 60 mètres en aval. Les enquêteurs ont rapidement écarté l'idée d'un suicide. Même dans ce cas, elle ne serait pas tombée aussi loin de la base. L'autopsie a révélé des détails encore plus troublants. Evelyn est morte d'un traumatisme crânien majeur, cohérent avec une chute de très grande hauteur. Des fragments de tissu cérébral ont été retrouvés à 15 mètres sur un rocher plus proche du centre de la cascade. Tous les os de son corps étaient fracturés, correspondant à la violence de la chute. Mais quelque chose ne collait pas. Alors que ses os étaient brisés, sa peau était presque intacte. Dans ce type de chute, on s'attendrait à de graves déchirures de la peau et des vêtements, ce qui n'était pas le cas. Une autre découverte inquiétante a été faite à l'autopsie. Evelyn présentait des blessures suggérant qu'elle avait été violée après sa mort. Cela a été confirmé lors d'un examen ultérieur du dossier. Quelqu'un l'avait soit poussée, soit provoqué sa chute, et avait peut-être déplacé son corps ensuite. Les enquêteurs ont même envisagé l'hypothèse que quelqu'un l'ait lancée. L'idée qu'un animal ait déplacé son corps a été évoquée, mais ne tenait pas non plus. Aucun signe de morsure, griffures ou traces de traînée. Malgré ces éléments, l'affaire Evelyn a été traitée dans la plus grande discrétion. Les autorités du comté de Mariposa ont évoqué la possibilité de convoquer un jury de coroner parce que certains aspects restaient à éclaircir, sans jamais en dire plus. Elles ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Le FBI est intervenu, mais ces dossiers n'ont jamais été rendus publics. L'affaire reste officiellement ouverte, laissant le public avec seulement quelques informations issues des articles de presse et de livres ultérieurs. En 2019, lors d'une conférence paranormale nommée Lapis, l'auteur Richard Freeman a suggéré qu'Evelyn aurait pu être victime d'un cryptide. Mais beaucoup ont rejeté cette hypothèse. Une femme dans l'audience a souligné qu'il y avait déjà des preuves claires de violence humaine et qu'aucune explication surnaturelle n'était nécessaire. Le livre Off the Wall, Death in Yosemite a ajouté d'autres éléments troublants. Il affirme qu'Evelyn avait été malmenée après sa chute. Il mentionne aussi qu'elle avait travaillé comme serveuse topless avant d'être masseuse dans le parc, des détails qui auraient peut-être influencé la manière dont son dossier a été traité à l'époque. Les grandes questions restent sans réponse. Pourquoi déplacer son corps? Pourquoi prendre le risque d'être vue? Pourquoi ne pas la laisser là où elle était tombée? Aucune réponse concrète n'a jamais été trouvée. Aujourd'hui, la mort d'Evelyn demeure l'une des histoires les plus sombres et mystérieuses de Yosemite. Quelqu'un en est responsable, mais cette personne n'a jamais été retrouvée. Nous sommes le 1er septembre 1974, au cœur des montagnes Siskiyou, dans l'Oregon, près d'un endroit isolé appelé Carberry Creek, tout près de la ville désormais disparue de Copper. Richard Cowden, un conducteur de camion de 28 ans, avait initialement prévu de travailler sur son allée ce week-end-là. Mais après une panne inattendue de son camion, lui et sa femme Belinda, 22 ans, décidèrent d'emmener leurs enfants, David, 5 ans, et Melissa, 5 mois. Pour un camping improvisé. Ils chargèrent leur camionnette Ford de 1956, prirent leur Basset Hound, Droopy, et partirent en forêt. Les Cowden formaient une famille simple de White City, Oregon, qui aimait la nature. Leur campement était installé près de Carberry Creek, un coin paisible dans la forêt nationale Rogue River Siskiyou.
Cela semblait être un endroit tranquille pour passer un week-end jusqu'à ce que tout dérape. Le matin du 1er septembre, Richard et David furent vus achetant du lait à l'épicerie générale de Copper vers 9 h. On les a vus pour la dernière fois revenir vers le campement. Après cela, la famille ne fut plus jamais vue vivante. La mère de Belinda, qui habitait à proximité, les attendait pour le dîner. Lorsqu'ils ne se présentèrent pas, elle se rendit au campement et ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le camion était garé normalement. Les clés étaient posées sur la table de pique-nique. Le sac à main de Belinda et le sac à couche étaient laissés là. Le réchaud de camping était monté et le carton de lait, désormais froid, était toujours sur la table. Le portefeuille de Richard, sa montre et un paquet de cigarettes de Belinda restaient intacts. Les seules affaires manquantes étaient leur maillot de bain. Après 1 heure, elle appela la police. Des agents, des patrouilleurs d'État et la police de l'Oregon arrivèrent ce soir-là. L'endroit avait quelque chose d'angoissant. Le patrouilleur Erickson le décrivit plus tard ainsi. Ce campement faisait peur. Même le lait était encore sur la table. Le lendemain matin, on retrouva Droopy, le chien, grattant à la porte de l'épicerie générale de Copper. Il était seul, sale, mais vivant. La recherche qui suivit fut massive. Des centaines de volontaires, la police d'État, la garde nationale, des scouts explorateurs et le service forestier américain ratissèrent la zone à pied et par hélicoptère. Des capteurs infrarouges furent même utilisés depuis les airs. Plus de 40 km de terrain accidenté furent fouillés sans rien trouver. La recherche officielle s'acheva le 7 septembre. Pourtant, la famille et les amis des Cowden continuèrent à chercher eux-mêmes, week-end après week-end. Aucune piste ne fit jamais surface. Les enquêteurs exclurent le vol, la noyade ou l'hypothèse que la famille se soit enfuie. Richard gagnait assez pour subvenir à leurs besoins et tous leurs biens de valeur étaient intacts. Quelque chose d'horrible s'était produit, mais aucun indice n'émergeait. Puis, le 12 avril 1975, 2 chercheurs d'or qui randonnaient à environ 11 km du campement firent une découverte macabre. Ils trouvèrent le corps d'un homme attaché à un arbre. Non loin de là, dans une petite grotte obstruée par des pierres, se trouvaient les restes d'une femme, d'un enfant et d'un nourrisson. Les dossiers dentaires confirmèrent qu'il s'agissait de Richard, Belinda, David et Melissa. Les autopsies révélèrent que Belinda et David avaient tous deux été abattus par un fusil de calibre 0,22. Melissa était morte d'un traumatisme contondant. La cause du décès de Richard n'a pas pu être déterminée. Les enquêteurs pensaient que le ou les responsables connaissaient bien la région. Un volontaire qui avait fouillé cette même grotte quelques mois plus tôt affirma que les corps n'y étaient pas à ce moment-là, suggérant qu'ils avaient été déplacés. Une famille venue de Los Angeles avait rapporté avoir vu un groupe suspect, un homme, une femme et un autre homme dans une camionnette, près du campement des Cowden le jour de leur disparition. Les enquêteurs pensèrent qu'il s'agissait de Dwayne Lee Little et de ses parents. Little était un meurtrier condamné, récemment libéré sous caution, et il était connu pour avoir été à Copper ce week-end-là. Bien que la petite amie de Little ait ensuite déclaré qu'il possédait un fusil de calibre 22 et qu'un ancien codétenu ait affirmé que Little lui avait avoué le crime, il n'y eut jamais assez de preuves pour le poursuivre. En 1980, Little fut renvoyé en prison pour avoir agressé une femme à Portland et purge toujours 3 peines de prison à vie. Il n'a jamais parlé de l'affaire Cowden. La disparition et la fin tragique de la famille Cowden restent l'un des mystères les plus glaçants de l'Oregon. La vaste recherche, la découverte troublante, tout indique une action préméditée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. La forêt a depuis longtemps englouti les dernières réponses et la question de savoir qui a ôté la vie à Richard, Belinda, David et la petite Melissa reste suspendue dans l'air, sans réponse. Nous sommes le 23 mars 2025 sur le sentier des chutes de Makaleha à Kauai, Hawaï. Gianna Buzetta, une pâtissière de 26 ans, originaire d'Oceanside, Californie, venait enfin d'atteindre le lieu dont elle rêvait depuis des années. Elle était là avec son petit ami, Connor Quinton, pour ce qui devait être une randonnée paisible et mémorable. Plus tôt dans la journée, Gianna avait dit à Connor qu'il avait réalisé son rêve. Elle débordait de bonheur, totalement présente, entourée par la nature et par la personne qu'elle aimait le plus. Gianna n'était pas une randonneuse ordinaire. Elle était la chef pâtissière exécutive du restaurant, jeune et jolie, étoilé au Michelin à Carlsbad. Elle y travaillait depuis 4 ans et faisait partie intégrante de l'équipe. Ses collègues la décrivaient comme travailleuse, humble et d'un talent exceptionnel. Malgré son succès, elle restait terre à terre, connue pour son humour incisif et son amour des animaux. Elle faisait souvent du bénévolat et mettait toujours les autres avant elle-même. Ce matin-là, à Makaleha Falls, tout commença calmement. Gianna et Connor se tenaient dans une petite piscine peu profonde au pied des chutes, profitant du calme. Puis, un bruit fort résonna sur les falaises. Connor leva les yeux, mais ne put en repérer la source. Quelques instants plus tard, un énorme rocher se détacha d'en haut et dévala la pente. Il n'y eut pas le temps de réagir. Le rocher frappa Gianna directement à la tête, la faisant s'effondrer dans l'eau.
Connor la tira immédiatement hors de l'eau. Sans réseau téléphonique dans cette zone isolée, Connor prit une décision. Il allait courir chercher de l'aide. Il courut sur près de 5 km à travers un terrain accidenté, escaladant des rochers et traversant un sous-bois dense, déterminé à trouver du réseau. Lorsqu'il arriva enfin dans une zone où la réception passait, il appela les secours. Les équipes de secours arrivèrent rapidement. Ils montèrent jusqu'aux chutes, trouvèrent Gianna encore en vie et firent tout pour la stabiliser. Elle fut téléportée à l'hôpital Wilcox Memorial, puis transférée au Queen's Medical Center à Honolulu en raison de la gravité de ses blessures. Ses parents, Cathy et Sal Busetta, prirent immédiatement un vol pour Hawaï. Ils purent la rejoindre à temps et être à ses côtés lorsqu'elle décéda le lendemain. Cette perte fut dévastatrice pour sa famille. Mais ils trouvèrent un certain réconfort en sachant que Gianna avait passé ses dernières heures entourée par la beauté qu'elle avait toujours rêvée. Sa mère raconta plus tard que Gianna avait connu un vrai bonheur dans ses derniers instants. De retour à Carlsbad, la nouvelle toucha durement la communauté. Au restaurant Jeune et Joli, son absence laissa un vide immense. Le propriétaire, John Resnick, décrivit la perte comme paralysante. Les membres du personnel dirent qu'elle apportait énergie, gentillesse et détermination à tout ce qu'elle faisait. Elle était confiante mais humble, discrète mais expressive à travers son art, toujours en quête de progrès. La passion de Gianna pour la pâtisserie avait commencé tôt. Elle travaillait aux côtés de sa mère dès l'âge de 12 ans, aidant lors d'événements et dans une entreprise de fleurs. À 17 ans, elle jonglait souvent avec 3 emplois. Après le lycée, elle étudia à l'Institut culinaire d'Amérique à Napa, fit des stages dans des cuisines étoilées au Michelin comme Spago et Patina à Los Angeles, puis revint en Californie du Sud pour poursuivre sa carrière. En plus de son travail chez Jeune et Joli, elle développa une activité privée de pâtisserie sur commande. Ses desserts y étaient réputés pour leur équilibre, utilisant des ingrédients naturels comme les fruits, les herbes et les fleurs. Après son décès, Jeune et Joli organisa un dîner caritatif spécial le 7 avril pour aider à couvrir les frais de sa famille. Toutes les places furent prises. Une collecte en ligne lancée par une amie de la famille, Carly Wound, recueillit rapidement des soutiens. L'objectif était de 225 000 $. En quelques jours, plus de 40 000 $ furent réunis, avec des dons venus de tout le pays. Gianna fut rappelée comme une personne qui prenait toujours soin des autres. Elle prenait régulièrement des nouvelles de ses amis, faisait du bénévolat dans des refuges et apportait une force discrète partout où elle allait. Sa famille exprima une profonde gratitude envers les secouristes et le personnel médical qui se battirent pour la sauver. Ils louèrent également Connor pour son courage ce jour-là. Gianna Busetta n'était pas seulement une chef talentueuse. Elle était une fille, une amie, quelqu'un qui vivait pleinement chaque instant. Ce jour-là, à Hawaï, elle vivait son rêve. Même si ce rêve s'est terminé bien trop tôt, sa famille y trouve la paix en sachant qu'elle a connu la vraie joie dans ses derniers moments. Nous sommes le 22 novembre 2020 dans les montagnes des Pyrénées, à la frontière franco-espagnole. Esther Dingley, une randonneuse britannique de 37 ans, approchait de la fin d'un trek en solo. Expérimentée, elle partageait souvent ses voyages en ligne. Avec son compagnon de longue date, Dan Colgate, elle avait passé des années à parcourir l'Europe en camping-car, racontant leurs aventures sur un blog. Cette fois, Esther avait décidé de partir seule. Cet après-midi-là, elle atteignit le sommet du pic de sauvegarde, une montagne de 2737 mètres, et envoya un selfie à Dan via WhatsApp vers 16 h. Ils eurent un bref appel vidéo de 90 secondes. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut de ses nouvelles. Esther prévoyait de passer la nuit au refuge de Vénasque, un petit abri non gardé à proximité. Son itinéraire traversait la France avant de revenir en Espagne, un parcours dans ses capacités. Son dernier message à Dan disait « Je vais peut-être passer en France. J'espère que le refuge Vénasque a une chambre d'hiver. Je te tiens au courant dès que je peux. Je t'aime 3 fois. » Elle ne le contacta plus jamais. 3 jours plus tard, le 25 novembre, Dan déclara sa disparition. Il gardait une maison à environ 160 km de là. Les forces de police françaises et espagnoles lancèrent une recherche conjointe couvrant près de 1800 km², utilisant drones, hélicoptères et équipes de secours en montagne. Malgré l'effort considérable, aucun signe d'Esther ne fut trouvé. Avec l'aggravation des tempêtes de neige début décembre, les recherches furent suspendues jusqu'au printemps. Dan resta en France, poursuivant les recherches dès que les conditions le permettaient. Il disposait d'un document détaillé de 23 pages décrivant l'itinéraire prévu que Esther avait validé avant son départ. Pourtant, aucune trace ne réapparut. En février 2021, Dan exprima publiquement ses inquiétudes, suggérant qu'il pourrait y avoir eu autre chose qu'un accident. Il évoqua la possibilité d'un problème avec des tiers, peut-être des chasseurs. Mais aucune preuve ne fut trouvée et les autorités continuèrent de considérer l'affaire comme un accident. Au printemps 2021, avec la fonte des neiges, les recherches reprirent.
Le 23 juillet, un groupe de coureurs en montagne découvrit un fragment de crâne humain près du port de la Glaire, à l'ouest du dernier emplacement connu d'Esther. Des tests ADN confirmèrent qu'il s'agissait bien d'Esther. Le 9 août, Dan fit lui-même une découverte déchirante. De retour en montagne, il concentra ses recherches dans une zone à environ 400 mètres sous le sommet du pic de la Glaire. Il y trouva les derniers effets d'Esther ainsi que son corps, caché depuis des mois sous la neige et exposé aux éléments. Son téléphone, son sac à dos et ses chaussures de randonnée usées furent récupérés, mais sa tente jaune ne fut jamais retrouvée. L'état des chaussures montrait un usage intensif, et elle portait avec elle des Catula Microspike, équipement pour surface glacée, qu'elle n'avait cependant pas enfilé. L'autopsie révéla qu'Esther était probablement morte sur le coup après une chute d'environ 30 mètres. Les blessures correspondaient à une chute de forte hauteur sur une crête rocheuse. Les enquêteurs pensèrent qu'elle avait glissé sur un chemin glacé, aggravé par la semelle usée de ses chaussures. Les autorités examinèrent son téléphone mais ne trouvèrent aucune nouvelle information au-delà de son dernier appel vidéo avec Dan. L'endroit où elle fut retrouvée était isolé, ce qui retarda les opérations de récupération. Aucun signe de lutte ni d'intervention d'autres personnes ne fut relevé. Les éléments indiquaient une chute accidentelle alors qu'Esther suivait son itinéraire, prévu le long de la frontière montagneuse. Malgré son expérience et son équipement, les conditions étaient rudes et impitoyables. Les circonstances exactes de sa chute restent floues en raison du mauvais temps et du temps écoulé. Dan, jamais considéré comme suspect, publia ensuite une déclaration commune avec la mère d'Esther. Ils remercièrent tous ceux qui avaient apporté leur soutien et partagèrent la douleur de la perte après des mois d'espoir que Esther soit retrouvée vivante. Le dernier voyage d'Esther Dingley fut minutieusement préparé, mais même avec expérience et organisation, les dangers de la nature restent imprévisibles. Nous sommes le 23 avril 2025 à Sutton, dans le Massachusetts. Caroline Carey Sanger, mère de 4 enfants, âgée de 49 ans et originaire de Topsfield, avait prévu une randonnée en famille. La destination était la réserve d'État de Purgatory Chasm, un site connu pour ses falaises abruptes, ses sentiers irréguliers et ses passages étroits creusés dans le roc. Ce jour-là, Carey était accompagnée de 3 de ses enfants et de son frère. Le Chasm est un endroit populaire pour les familles, à la fois exigeant, pittoresque et plein d'aventures. Pour Carey, amoureuse de la nature et du bien-être, c'était l'occasion de passer du temps avec ceux qu'elle aimait le plus. Après des années comme infirmière en oncologie, elle avait récemment changé de carrière pour devenir massothérapeute certifiée et praticienne en Reiki. Elle avait même ouvert son propre studio, Balanced Body, à Topsfield. Cette randonnée devait être une pause paisible, mais vers 13h45, tout bascula. Un appel au 911 arriva à la police de Sutton. Une femme était tombée entre 15 et 23 mètres dans le chasme. C'était Carey. Les secours arrivèrent rapidement. Le chasme, entouré de falaises et de grottes, fait environ un quart de mile de profondeur. Lorsque l'aide la rejoignit, plusieurs randonneurs médecins étaient déjà en train de lui porter secours. Ils avaient assisté à la chute et avaient tenté d'intervenir immédiatement. Malgré leurs efforts, les blessures de Carey étaient trop graves. Elle fut déclarée morte peu après. Les autorités confirmèrent ensuite que la chute s'était produite juste devant ses 3 enfants. Après la glissade de Carey, les enfants coururent chercher de l'aide auprès des gardes forestiers qui contactèrent alors la police d'État et les équipes de secours. Son mari, Michael Sanger, reçut la terrible nouvelle peu de temps après. Les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'un accident. Un ami de la famille, Tim Paoli, expliqua que l'endroit où Carey est tombée était un passage particulièrement délicat du sentier. Il déclara « Nous pensons qu'elle a simplement perdu pied et trébuché. Cette partie du sentier est plus dangereuse, nous ne croyons pas qu'elle ait été distraite. » Purgatory Chasm est connu pour ses sentiers difficiles et ses précipices vertigineux. Le randonneur Andy Spears expliqua à WCVB « Il y a des sentiers au-dessus du chasme où l'on peut marcher. Des surplombs dangereux si vous allez jusqu'au bord pour regarder en bas. C'est vraiment triste que ça ait dû arriver dans un endroit comme celui-ci. » Carey ne souffrait d'aucun problème de santé connu. Les autorités ont indiqué que la chute, la pente raide et le sol rocheux étaient très probablement des facteurs déterminants. Même avec une intervention rapide, il n'y avait plus rien à faire. Le bureau du procureur du comté de Worcester a confirmé que l'enquête était toujours en cours, mais les premiers éléments indiquaient un accident. La nouvelle du décès de Carey s'est rapidement répandue. Une amie proche, Brooke Paoli, a lancé une collecte de fonds GoFundMe pour soutenir la famille Ulsanger, recueillant plus de 100 000 $ en quelques jours. Brooke écrivit « C'était une lumière brillante, une mère merveilleuse et désintéressée qui a élevé 4 enfants incroyables, respectueux et responsables. » Michael Sanger s'est exprimé devant la presse, portant un des t-shirts de Carey. Il a dit « C'est une personne incroyable, elle était la lumière et l'éclat dans une journée sombre pour beaucoup de gens. » Le couple s'était rencontré à l'université et s'apprêtait à célébrer leurs 20 ans de mariage.
L'impact de Carrie allait bien au-delà de sa famille. Elle était une personne vers qui on se tournait pour du soutien et de la guérison. Son amie et collègue Mo Levasseur déclara « Elle pouvait illuminer une pièce et vous faire sentir en sécurité. Vous pouviez lui parler de tout. » Carrie avait récemment quitté le domaine infirmier pour se consacrer pleinement à sa pratique du bien-être, ayant même rénové elle-même son studio. Ses amis disaient qu'elle était fière de ce qu'elle avait bâti. En 2016, Carrie et Michael avaient fait l'objet d'un reportage local sur les anciens combattants. Michael, qui avait servi en Irak, attribuait à Carrie le mérite de l'avoir aidé à traverser des moments très difficiles. L'amie Catherine Schoenfarber écrivit « Carrie était une présence rayonnante, une guérisseuse, une enseignante, une amie dont la gentillesse a touché d'innombrables vies. Pour la famille Sanger et leur communauté, la perte était difficile à accepter. Le Chasme, lieu connu pour sa beauté en ses risques, est devenu le théâtre d'une tragédie inimaginable. Carrie a été entourée de ses proches dans ses derniers instants. Dans les jours qui suivirent, sa famille s'est raccrochée aux souvenirs, aux photos et aux histoires pour garder son esprit vivant. Carrie Sanger avait 49 ans.